Oui, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour le webinaire de lancement de l'appel à projet deuxième édition du Booster Bois Biosourcé. Donc, je suis Céline Laurent, déléguée générale de FIBOis Île-de-France, et on est ravis avec l'ensemble des membres du Booster de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Donc, je vais très rapidement passer la parole à Christine Lecomte, donc présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, qui nous a fait l'honneur d'introduire ce webinaire aujourd'hui, ainsi qu'ensuite un certain nombre de porteurs de projets qui ont été lauréats l'an dernier et qui pourront vous expliquer leur parcours, leur projet et en quoi le dispositif du booster leur a été utile. Et auparavant, je vous présenterai l'ensemble du règlement avant de répondre à vos questions. Donc, on est là ensemble à peu près pour 1 heure. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, à la fois pour les journalistes, mais aussi pour les potentiels porteurs de projets qui auraient des questions. Et on sera là pour y répondre. Donc, sans plus tarder, Christine Lecomte, je vous en prie, vous pouvez introduire ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, merci beaucoup à l'ensemble des partenaires et à FIBOis de m'avoir permis d'introduire ce webinaire. Alors, quelques petites choses pour commencer. On est sur des matériaux qui sont à la fois du passé, du présent et l'avenir. Ce sont des matériaux d'avenir parce qu'après le siècle de l'acier, le siècle du béton, aujourd'hui, on arrive dans un siècle où l'ensemble des crises climatiques, sanitaires, nous donne à réfléchir sur quels moyens et comment on va construire la ville de demain. Et justement, avec les matériaux biosourcés et avec le bois, on limite les gaz à effet de serre, on capte le carbone, on améliore le confort de vie des habitants grâce à des performances sur la santé extraordinaires. Et on limite les déchets. On sait qu'aujourd'hui, il y a 40 millions de tonnes de déchets en France par an et que le bâtiment est concerné par près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans ce cadre-là, on a l'obligation de faire quelque chose et l'ensemble des acteurs des filières doivent se mobiliser. Donc, c'est de notre responsabilité, ce changement. Mais il est difficile, ce changement, parce que quand on demande un changement comme ça, on doit passer par de l'innovation, par de la recherche. Et tout le monde n'a pas les moyens, forcément, de pouvoir innover ou de pouvoir faire de la recherche dans son entreprise. Et notamment les architectes, parfois, c'est un petit peu difficile dans le cadre des projets de le faire, mais il faut s'adapter et passer à une autre échelle pour que ces matériaux, et notamment le bois et le chanvre, la paille en Île-de-France notamment, puissent prendre toute la part qu'ils ont à avoir dans la réussite de ce challenge. Alors, pour donner une idée, en Île-de-France, c'est 1200 personnes qui travaillent dans la construction bois. Et donc, c'est une filière qui est vraiment plus qu'émergente, qui est là, qui existe et qui a besoin de ces innovations qu'on pourrait porter. Il faut s'adapter et changer de modèle, de construction, changer de modèle de manière de penser notre vie sociale, de penser comment on va habiter. Et c'est l'occasion, le plan de relance du gouvernement de le faire, c'est l'occasion aussi, à cette époque-là, où il y a de l'argent qui est mis sur la réhabilitation, qui est mis sur la construction, pour pouvoir présenter ces innovations. En Île-de-France, on a monté un comité de liaison des matériaux biosourcés pour vous aider avec la Chambre d'agriculture, les filières bois, paille, chanvre, FIBOis, la région. Et ce comité nous permet effectivement d'essayer d'accompagner les filières. Et dans le cadre de FIBOis, ce booster bois biosourcé qui est entouré d'énormément de partenaires, c'est un moyen de devenir pour vous acteur de ce changement. Donc, étudiants, architectes, architectes en association, architectes inscrits à l'ordre ou formation ou ayant eu une formation en architecture, moi je vous invite vraiment à ne pas hésiter. Il n'y a pas de petites idées, il y a des idées qui sont parfois embryonnaires, d'autres qui sont déjà plus poussées. Nous, ce qu'on souhaite ici à travers ce booster, c'est favoriser une accélération. Et c'est pour ça que le mot booster est là, favoriser une accélération du lien des réseaux et ce qui va faire émerger toutes les idées dont on a besoin pour justement gagner ces challenges ensemble. Alors, on va pouvoir écouter les 3 lauréats de l'an dernier. C'est quelque chose qui, à mon avis, vous donnera des idées. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. En plus, on est dans une période de crise assez forte. On ne sait pas comment la profession va évoluer, comment les professionnels vont évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est les idées qui vont nous aider à nous en sortir. Et donc, vraiment, le booster a cette vocation-là. Donc, moi, je remercie effectivement FIBOis, mais également la région Île-de-France et l'ensemble des partenaires
notamment écoles, universités aussi, qui vont s'investir auprès de vous pour justement porter les lauréats et qu'on soit tous ensemble avec eux pour que les idées puissent émerger. Et je repasse la parole, je pense, à Céline pour la présentation et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Christine. Merci pour ce dynamisme et cet enthousiasme. C'est vraiment ce qu'on a ressenti déjà dans la première édition. Il me revient de vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est que le booster, puisque l'idée, c'est effectivement de comprendre quel type d'innovation on recherche. Donc, pour cela, on va vous présenter rapidement avec quelques slides. Je précise juste que si vous voulez poser des questions, il faut les poser directement par le chat en haut à droite de l'écran et ils nous seront transmis en fin de présentation et on pourra répondre à la plupart d'entre elles. Et si on n'avait pas le temps de répondre à tout, on pourra éventuellement le faire par écrit ou revenir vers vous. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'appel à projet édition 2021, pourquoi, qui, comment, une petite présentation du dispositif avec l'ensemble des membres que vous voyez ici. Donc, rapidement, première slide, qu'est-ce que le booster bois biosourcé? Donc, c'est un dispositif d'innovation, comme l'a bien expliqué Christine Lecomte, qui a été créé en 2019 à l'initiative en fait d'un certain nombre d'acteurs autour de Marne-la-Vallée. Vous comprendrez pourquoi, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui s'intéressent au bois et aux autres matériaux biosourcés autour de territoires de Marne-la-Vallée. Et il se trouve que nous avons au niveau de Fibois Île-de-France finalement deux dispositifs sur la construction bois. Un autour de l'innovation. Donc, c'est vraiment là pour être dans des logiques d'expérimentation, d'accompagnement de projets innovants. Et un autre, plutôt pour des logiques de généralisation, de changement d'échelle, voire de massification de la construction bois, qui est le pacte bois biosourcé. Et nous, on essaye, au niveau de Fibois, de l'interprofession, de faire le lien entre des projets d'innovation qui peuvent, à terme, peut-être être mis en place dans le cadre de projets portés par des maîtres d'ouvrage ou des aménageurs dans le cadre du pacte. Et c'est ça la force de la filière. Donc, on a des membres qui sont financeurs, comme la région de France, qui a été à l'origine du projet, des membres de la filière ou qui représentent des différents statuts, comme l'Ordre des architectes qui nous a rejoints cette année, évidemment Fibois sur la partie bois, mais on s'est aussi adjoint à Construire en Chambre en Île-de-France et le collectif Paille pour avoir les deux autres interprofessions des deux autres filières Chambre et Paille. En recherche et développement et universitaire, on a l'université Gustave Eiffel qui est membre depuis le début avec le FCBA, l'Institut technologique FCBA, qui a une approche et un appui technique très précieux sur ce projet. Et puis, un certain nombre de territoires d'atterrissage. Donc, EPA-Marne était effectivement là depuis le début pour porter ce projet et permettre de faire atterrir des expérimentations de manière opérationnelle. Le parc naturel régional du Gâtinais français nous a également rejoints et on pourra s'étendre à d'autres territoires. Je précise également qu'à la fin, quand vous poserez vos questions, les deux animateurs du booster, que sont Catherine Desportes et Patrick Molinier, donc un de Fibois Île-de-France et l'autre du FCBA, pourront également répondre à vos questions. Donc, quelles innovations on cible par le dispositif du booster? Donc, ça peut être tout type d'innovation. Alors, évidemment, on pense en premier à des innovations de solutions avec des nouveaux matériaux, des systèmes ou des solutions constructives nouvelles. Mais ça peut être aussi des innovations de procédés, de gouvernance, de méthodologie, des innovations technologiques. On en a eu l'année dernière et vous verrez que c'est le cas dans le cadre des lauréats qui vous seront présentés aujourd'hui. Et également des innovations organisationnelles ou sociales. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans le cadre de vos projets, mixer plusieurs types d'innovations, puisque souvent, l'une ne va pas sans l'autre. Les thématiques que l'on souhaite aujourd'hui porter et voir apparaître dans le booster. Donc, on a dit que c'était avant tout sur la question de la construction. Donc, c'est la construction au sens large, construction, aménagement, on va dire tout ce qui va toucher à la ville et au cadre de vie. Donc, c'est avant tout ces sujets-là qu'on va cibler. Avec au sens large la construction bas carbone à l'échelle d'un territoire dans un objectif de neutralité carbone et de la stratégie bas carbone, évidemment, auquel l'ensemble des matériaux biosourcés ou des matériaux de réemploi peuvent contribuer.
Ça peut être la question de la réhabilitation avec des matériaux biosourcés. Christine Lecomte en a parlé. Certes, on parle beaucoup on parle beaucoup du neuf et de la construction neuve, mais il faut qu'on parle de l'existant et il faut qu'on montre qu'on puisse réhabiliter et rénover aujourd'hui avec des matériaux biosourcés. Donc, toutes les formes d'innovation dans ce domaine seront évidemment regardées avec beaucoup d'attention. On va regarder également la mixité bois et autres matériaux, que ce soit bois et autres matériaux biosourcés, mais également bois-béton, bois-acier, voilà, ou bois-terre, par exemple, avec des matériaux géosourcés. Et donc, tout procédé voilà, un peu innovant peut être également lauréat dans le cadre du booster. L'utilisation des ressources, de la ressource forestière, alors avec évidemment un focus, vous le comprendrez, sur la question de la ressource francilienne et notamment l'utilisation des feuillus, puisque vous savez qu'en Île-de-France, on a beaucoup de feuillus et on souhaite pouvoir les utiliser dans le cadre de procédés innovants, notamment en structure, peut être valorisé dans le cadre du booster. On a deux autres thématiques, une autour du bien-être et notamment de la question de la santé et du confort, en quoi le bois et les autres matériaux biosourcés peuvent vraiment apporter plus de confort et de qualité de vie aux habitants et aux usagers. Et enfin, une nouveauté cette année, on a souhaité s'ouvrir autour des questions d'économie circulaire et plus particulièrement sur le réemploi des matériaux bois et biosourcés, notamment des matériaux de déconstruction, par exemple, qui pourraient être réutilisés dans le cadre de nouvelles constructions. Voilà les thématiques. Ensuite, la question que vous vous posez, c'est qui peut candidater ? Donc, on a été assez large dans le type d'éligibilité pour ne pas priver certains de pouvoir candidater. Donc, les candidats éligibles, finalement, c'est tous les acteurs autour de domaines de la construction au sens large, logement social, promotion immobilière, la filière bois biosourcé ou l'économie circulaire. Et ça peut être tout type dont le statut peut être très différent, comme des entreprises ou des startups, soit des scieurs, des industriels, des constructeurs bois, des architectes et bureaux d'études, des bailleurs ou des promoteurs. Ça peut être des SEM, des associations, des SCOP ou des SIC, des étudiants ou des juniors entreprises ayant déjà un début de projet. Donc ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à cette année. On a ouvert à la fois aux étudiants et aux auto-entrepreneurs pour permettre en fait de développer aussi des projets qui viendraient de particuliers qui auraient des idées pour la filière, pour le développement de la filière. Et il doit y avoir un lien avec l'Île-de-France, donc soit un siège social, soit une résidence pour les particuliers, donc avec une implantation en Île-de-France, ou bien pouvoir prouver dans le cadre de votre candidature que le projet que vous proposez a un impact sur le développement de la filière en Île-de-France et peut venir s'implanter en Île-de-France. Donc voilà, donc ça c'est un des points forts de nos critères d'éligibilité. Alors, pourquoi aujourd'hui vous souhaiteriez postuler au booster bois biosourcé ? Alors, je pense que vous en aurez plus de preuves avec la présentation de 3 des 6 lauréats de l'année dernière, mais les lauréats finalement pourront bénéficier de plusieurs types de projets et on souhaite dans vos candidatures que vous expliquiez vraiment ce que vous attendez aussi parmi les différents types d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc, soit ça peut être un atterrissage opérationnel du projet dans un territoire, souvent un territoire innovant ou un territoire avec une politique ambitieuse en matière de bas carbone ou en lien avec le monde de la recherche. Donc, on peut faire évidemment des passerelles et des liens avec des logiques de partenariat avec ces territoires pour qu'il y ait un atterrissage opérationnel. Ça peut être un accompagnement à la mise en place de partenariats avec, par exemple, une expertise technique de la FCBA ou par exemple un cas d'usage avec des bêta-testeurs des métiers cibles. Donc voilà, c'est vraiment ce type de partenariat très spécifique qu'on peut attendre de la mise en relation avec tel ou tel membre du booster. Un premier niveau d'accompagnement technique et scientifique au montage du projet. Donc c'est là aussi où l'université Gustave Eiffel ou le FCBA ou l'Ordre des architectes peut apporter son accompagnement. Pareil pour les filières, pour mettre en relation avec un premier niveau d'accompagnement technique ou scientifique. Ça peut être aussi un accompagnement plutôt d'ingénierie financière ou une orientation des dispositifs vers des dispositifs de financement. Donc, évidemment, la région Île-de-France est partenaire financière du booster et c'est un des premiers financeurs de FIBOA Île-de-France. Donc, évidemment, ils se disposent de dispositifs particuliers vers lesquels on pourra vous orienter. Mais ça, c'est selon le niveau de maturité du projet, on pourra y revenir.
mais c'est également des partenariats ou d'ingénierie financière avec la Banque publique d'investissement, la BPI, ou avec l'ADEME. Voilà, d'autres partenariats financiers possibles. Et puis, une mise en valeur du projet, évidemment, une mise en valeur, une mise en visibilité, comme on fait aujourd'hui dans le cadre de webinaires, dans le cadre d'expositions. On souhaite la mener notamment dans le cadre du Forum Bois Construction qui aura lieu en juillet 2021, si tout va bien, avec une exposition spécifique. Le calendrier du booster bois biosourcé sur son édition 2021. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er février. Donc, dès aujourd'hui, sur le site de FIBOis Île-de-France, vous pouvez déposer vos candidatures, et ce, jusqu'au 31 mars 2021. Donc, vous avez 2 mois pour déposer vos candidatures. Les dossiers ne sont pas trop complexes à remplir. Ils permettent vraiment d'avoir vraiment quelque chose d'assez simple pour remplir les dossiers. Mais vous devez quand même expliciter votre projet de manière le plus précise possible pour que ça nous permette d'avoir une première round de sélection avec des auditions des porteurs de projets retenus dans le cadre de la première sélection qui aura lieu le 14 et 15 avril 2021. Vous pouvez déjà noter les dates. Donc, le 14 et 15 avril 2021, il y aura des auditions, des oraux pour les projets retenus dans le premier round, avec le jury qui sera composé à la fois de membres du booster, mais également de membres partenaires ou d'experts spécifiques qu'on pourrait inviter et amener vis-à-vis du projet qui soit sélectionné. Ensuite, le 20 mai 2021, on a un comité de sélection des lauréats par les membres du booster. Puis, un événement qui est prévu en juin, dont on n'a pas encore la date exacte, qu'on souhaite, alors si on peut le faire en présentiel, évidemment, on le fera en présentiel, sinon, on le fera de cette même manière dans une logique de webinaire. Un événement FIBOis Île-de-France avec l'annonce à la fois des lauréats du booster, mais également l'annonce des lauréats du prix régional construction bois qui a à peu près la même temporalité. Et puis, dès l'été 2021, un début d'accompagnement pour les lauréats du booster et une mise en valeur, une mise en visibilité lors du Forum Bois Construction, notamment dans le cadre d'une exposition. Et on voulait terminer par un dernier point qui est un point de vigilance par rapport à un autre AMI qui a été lancé ces derniers temps par la région Île-de-France, et pour ne pas que les gens confondent, qu'il y ait de cafouillage par rapport à ces 2 AMI. Donc, il se trouve que la région Île-de-France a lancé un AMI pour les industries de transformation du bois et des biosourcés, qui est très important également pour la filière industrielle francilienne. Avec un contact bien spécifique qui est différent, dont vous voyez l'adresse mail s'afficher à l'écran, et qui est ouvert à peu près dans les mêmes temporalités jusqu'au 1er avril 2021. Et il s'adresse en fait à tout porteur de projet d'implantation et de développement d'activités de transformation. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas exactement sur le même typologie de projet, avec des produits biosourcés en Île-de-France, donc plutôt ouverts à des entreprises, avec une dotation régionale de 5 millions d'euros. Donc, c'est la région de France qui le lance à titre seul, évidemment en partenariat et en lien avec FIBOis, mais avec un offre d'accompagnement global sur ces projets et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs comme BPI France, l'EPFIF, la Fédération nationale du bois, nous, bien sûr, et l'UICB ou l'Institut Paris Région. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, puisque comme ces 2 appels à projets AMI sont sortis à peu près dans des délais équivalents, que vous compreniez bien à qui s'adresse chacun de ces appels à projets. Donc, je vais maintenant laisser la parole, avant de répondre à vos questions, à 3 lauréats de l'année dernière qui nous ont fait le plaisir de bien vouloir réexpliquer leur projet et expliciter en quoi le dispositif du booster a été une aide pour eux, ce qui a changé un peu depuis 1 an, enfin voilà, 6 mois, 1 an, depuis le temps que le projet est mis en avant. Donc, on va commencer par Aline Marichaud de Agile Care qui va nous présenter son projet. À toi la parole, Aline.
Bonjour, merci beaucoup Céline, merci Fibois et merci à tous. Avant d'envoyer la présentation, juste pour saluer un peu tous mes confrères qui sont dans la salle virtuelle, puisqu'en fait Pascal et moi nous sommes deux anciens architectes. En fait, on a déposé on a posé le port de titre pour justement faire un pas de côté vers la construction et tester l'exercice de la construction pour mener au bout notre sujet, notre projet que je vais vous présenter du coup maintenant. Et vous me dites si vous voyez quelque chose. C'est bon? Ok, donc en fait, je vais vous parler de la construction renouvelable, ce qu'on appelle la construction renouvelable. Alors pour nous, c'est biosourcé et c'est surtout comment ça peut s'inscrire dans l'économie circulaire. Donc à Gilcaire, je vous présenterai du coup après au fil de l'eau ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, oui, juste une petite question au démarrage. Est-ce que vous savez avec quoi a été construit le pont de la Concorde? Le pont de la Concorde a été bâti avec les pierres de la Bastille. C'est-à-dire, c'est des exemples de réemploi, comme on en a beaucoup dans l'histoire, ou comment des éléments constructifs d'un bâtiment ont servi à un autre bâtiment. Et l'image du dessous, peut-être que ça ne vous dit rien, mais ce sont des vieilles églises norvégiennes, des églises en bois debout, qui ont entre 350 ans d'existence, voire 500, et peut-être même 700 pour les plus anciennes. Et on les voit aujourd'hui absolument en parfait bon état, tout simplement parce que ce sont des bâtiments qui étaient pensés, sans le vouloir, hein, mais qui étaient prévus pour être transformés, évoluer, être réparés. Et pourquoi je donne ces deux exemples pour commencer? C'est parce qu'en fait, ce qui fait la particularité du réemploi possible dans les bâtiments, c'est qu'on utilise des éléments constructifs élémentaires, les pierres, des poteaux, des poutres, des tasseaux, etc. Ce sont donc des éléments de petite taille qui sont dissociables, réparables et reconditionnables. On a perdu tout ça au XXIe siècle avec l'avènement du béton coulé, et du parpaing et du ciment. Et c'est ce qui fait que du coup, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans l'économie circulaire, c'est réutiliser les éléments de la déconstruction des bâtiments du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire, on démolit des bâtiments, on essaye d'en extraire des éléments constitutifs, mais comme ce n'est pas prévu pour, c'est un petit peu compliqué. Et le concepteur a sa charge après, quand il fait un projet, d'aller puiser dans cette ressource pour essayer de l'intégrer. Et on en a parlé tout à l'heure, puisque maintenant c'est un élément qui rentre aussi dans le booster, qui est l'économie circulaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut effectivement qu'on réfléchisse autrement et qu'on se rappelle de ces enseignements-là. Et à notre sens, il faut que le concepteur, dès le début du projet, puisse concevoir son bâtiment à partir d'éléments élémentaires, ou en tout cas d'éléments constructifs élémentaires, qui peuvent permettre de faire des bâtiments qui, à l'avenir, pourront être démantelés, réutilisés, réparés, transformés, etc. Et on remet à nouveau le bâtiment dans un cycle vertueux. Du coup, nous, c'est justement ce cycle-là qu'on a appelé la construction renouvelable. À notre sens, et c'est bon, on a mis des arbres parce que pour nous, la ressource ici, c'est le bois. Et effectivement, on va vous montrer qu'on travaille avec du bois. C'est de faire des bâtiments qui sont très frugaux à la ressource, c'est-à-dire essayer de travailler de manière intentionnelle la taille des éléments qu'on va faire de manière à pouvoir rentrer dans des standards ou en tout cas essayer d'économiser la matière. À partir de ça, on bâtit des éléments constitutifs, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de manière à faire, le deuxième pilier de la construction renouvelable, des bâtiments sobres en énergie, sobres et pérennes, durables, qui soient absolument dans les critères des codes de la construction. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment une manière de bâtir, ne pas imperméabiliser les sols et faire des bâtiments qui, potentiellement, à la fin de leur première vie, peuvent revenir à leur stade élémentaire, je dirais, pour pouvoir être réutilisés et être réintroduits dans un cycle. Donc en fait, c'est la vision du bâtiment avec le réemploi futur. C'est-à-dire ce que les anciens, avec le pont de la Concorde, faisaient naturellement, on propose de le faire aujourd'hui au XXIe siècle de manière consciente. Qu'est-ce qu'on fait du coup chez Agilcaire? Alors Agilcaire, nous on est resté quand même un petit peu sur notre ADN d'architecte, donc on a mis au point un procédé constructif qu'on appelle nano, parce qu'on travaille sur des petits éléments biosourcés, donc on s'appuie sur de la préfabrication hors site, ce qui permet de faire du transfert de bâtiments et surtout de ne pas créer de déchets. Vous avez vu que c'était un petit peu notre problématique. En revanche, on agit en tant qu'ensemblier, c'est-à-dire qu'on n'a pas derrière nous une industrie, on n'a pas d'ouvriers, on pilote des opérations et c'est ce qui nous permet de faire du coup, donc voilà un exemple de préfabrication. Voilà au levage ce que ça peut donner, donc on voit bien les éléments de petite taille. On a un projet, alors j'avais prévu un film pour
pour le dernier chantier qu'on vient de livrer, qui est pour la PHP, des bureaux pour la PHP en R+1, c'est l'image du haut, où on voit bien qu'on arrive justement avec des éléments préfabriqués qu'on monte sur place. Ou bien, donc là, on a quelques exemples de finition intérieure en fonction des usages, bâtiments culturels, logements, bureaux ou autres. Et tout en bas, c'est la preuve de concept qu'on avait faite en 2014, où on avait monté un projet à la Villette qui avait été complètement désassemblé, sans aucune trace. Et ce bâtiment a été transféré. Donc, retenir qu'on est effectivement dans cette vision d'ensemblier, qu'on a du coup autour de nous, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'être dans un écosystème comme celui de Fibois, parce que justement, on accède à tous ces partenaires et ça permet de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on pilote tous nos chantiers. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a fait une dizaine de projets, peut-être même un peu plus, de la taille que vous voyez là, c'est-à-dire du R+1, R+2, et sur tout type de programme. On est sur des codes de la construction, permis de construire et autres. Enfin, c'est inutile que je vous le dise, mais la plupart des gens nous demandent, vu que c'est transférable et démontable, peut-être qu'on peut s'affranchir des règles. Non, non, on ne s'affranchit pas des règles. On fait de la véritable construction pérenne et responsable. Et aujourd'hui, on est en changement d'échelle. Et comme le disait Céline tout à l'heure, le booster accompagne ce changement d'échelle. Et c'est pour ça que du coup, on s'est tourné vers eux pour pouvoir faire le futur immeuble réversible et transférable de demain. Alors, pourquoi concevoir et bâtir ? Et comment concevoir et bâtir, surtout dans les temps d'incertitude. Je voulais partager un petit peu ce point avec vous avant de conclure sur ce que nous a apporté le booster. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la crise sanitaire est en train de remettre complètement à plat nos modèles. C'est ce que vous disiez, Christine Lecomte, tout à l'heure, c'est qu'il va falloir effectivement penser autrement le bâtiment. On a la crise sanitaire, on a la crise économique qui est derrière, on a la crise climatique qui est aussi pas loin. Et du coup, on ne sait plus du tout, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? On n'habite déjà plus de la même manière, on ne travaille plus de la même manière, on a beaucoup de bureaux vacants. Les écoles sont quasiment inoccupées, il va falloir qu'on pense à faire des équipements différents pour nos enfants. Comment aujourd'hui investir dans l'immobilier ne sachant pas quelle est la crise qu'on va traverser dans très peu de temps? Donc, l'investissement immobilier va être vraiment, le sujet du modèle économique va être extrêmement important. Et il nous semble qu'aujourd'hui, au vu de ce que je viens de vous présenter, l'évidence économique, c'est que les investisseurs vont pas tarder à exiger des bâtiments qui vont être évolutifs, forcément, puisqu'on ne sait plus comment pérenniser. On ne peut pas amortir un bâtiment de 40 ans aujourd'hui avec la certitude qu'il ne va pas changer d'usage. Donc, construire durable aujourd'hui, c'est construire pérenne, évidemment, extrêmement qualitatif, une réglementation d'ailleurs qui devient de plus en plus exigeante et agile, et tenir les deux. Et du coup, la valeur, et c'est là le modèle économique qu'il va falloir inventer et qu'on est en train d'inventer, c'est que l'immobilier va avoir une valeur d'usage et une valeur de gisement. Pour les investisseurs, il va mieux valoir bâtir des constructions futurs gisements que des constructions futurs déchets ou futurs friches. Alors que nous a appris l'accompagnement plus que ce que ça nous a apporté, parce qu'on est venu avec justement le projet de faire de l'immeuble démontable, un projet pilote avec de la R&D. Très difficile de trouver une maîtrise d'ouvrage et un terrain d'expérimentation sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que c'est très ambitieux et que les grandes organisations ont du mal à aligner l'ensemble des besoins et des exigences pour faire ça. Nos clients sont généralement des organisations plus petites. Visibilité réseau à 100%, c'est indispensable. Et d'ailleurs, le FCBA s'est rapproché de nous pour participer à l'appel à projet H2020 sur l'économie circulaire. On a aussi la chance de pouvoir du coup accompagner les Parmarnes et le FCBA sur leur projet de R&D d'expérimentation qui s'appelle le Living Lab. Mais là, on revient un petit peu plus dans nos habitudes d'AMO. Et c'est pour ça que du coup, on se tourne de plus en plus, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on apprend, c'est qu'il y a encore besoin de travail, d'acculturation, de lobbying et d'accompagnement. Et donc, on fait aussi de l'assistance à maîtrise d'œuvre sur une autre structure où là, c'est possible qu'on reprenne notre port du titre, parce que du coup, on pourra effectivement potentiellement revenir dans les compétences assez classiques de l'architecte, qui sont aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assistance à maîtrise d'œuvre sur les sujets de réversibilité, de construction bois et autres. Je vous remercie et je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup, merci beaucoup Aline. Je te propose de retirer ton PowerPoint pour pouvoir passer la parole du coup directement sans transition à l'équipe de Corner, donc autre lauréat de l'année dernière, avec Guillaume Larvillier, qui va nous en dire un peu plus sur ce projet et sur les évolutions depuis ces derniers mois. Guillaume, à vous la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que mon écran est partagé? Parfait. Donc, si je me mets en plein écran, ça doit marcher aussi.
Très bien. C'est toujours bon? Très bien. Donc, Corner, on est une société qui a rejoint également le booster bois biosourcé dans la première promotion, en même temps qu'Agilcare. On est d'ailleurs sur un sujet qui est assez connexe, puisque, alors si moi je ne suis pas architecte, le deuxième fondateur, Ludovic Lachavanne, qui n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais lui est architecte. On arrivait évidemment avec des problématiques, ce qui nous a amené à créer Corner. C'est les mêmes problématiques qu'Agilcare. Bien sûr, le besoin de construire durable, de construire pérenne, tout en profitant de ce changement de paradigme pour améliorer globalement les manières de construire, de l'esquisse jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Et donc, Corner, c'est avant tout, donc Ludovic Lachavanne, lui, est architecte, et moi, je ne viens pas du monde du bâtiment, je suis un outsider. Moi, je viens vraiment du monde de la start-up. Je viens du numérique, et notamment du hardware. Et la Startup Corner est vraiment à la croisée de ces deux mondes, à savoir d'un côté l'architecture bioclimatique et de l'autre la conception et la construction bioclimatique, et de l'autre le monde du numérique que je représente. Et donc, notre ambition avec Ludovic, c'était d'inventer une méthode constructive, fondamentalement. Je préfère parler de méthode plutôt que de système constructif. Des systèmes, on en a vu plein. Et nous, derrière, fondamentalement, l'ambition de Corner, c'est de penser une manière de faire du bâtiment. Et pour cela, c'est une méthode c'est fondamentalement notre objectif de créer une méthode pour construire des bâtiments bas carbone plus vite et plus simplement. Et donc, cette méthode, elle a certaines propriétés. Sa première, c'est que c'est d'abord ce qu'on a cherché à faire, c'est une méthode la plus flexible possible. Et pour ça, le point de départ de Corner, c'est de partir d'une trame dimensionnelle très fine, c'est-à-dire une trame de 40 cm, ce qui correspond aujourd'hui quand on veut faire un bâtiment correctement costaud et correctement isolé. 40 cm, c'est un bon compromis pour l'épaisseur des murs, l'épaisseur des planchers. Ça permet d'avoir également des planchers avec une certaine portée. Et donc, on a tramé l'espace dans les trois dimensions autour d'un pixel de 40 cm. Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait construire un ensemble de composants aux dimensions standardisées qui sont tous des multiples de 40 cm. Donc, on a construit en fait un jeu de construction grandeur nature, en gros 50 fois plus gros que du Lego ou du Kapla, puisque le Kapla et le Lego sont construits sur des trames de 8 mm. Et bien, on a fait la même chose dans le monde physique, dans le monde réel, avec un voxel, un pixel volumique de 40 cm. Et donc, l'ambition de ça, c'était de standardiser, de ne pas standardiser les espaces, comme ça on a tendance à le faire dans le modulaire, mais plutôt de standardiser les composants pour donner toute une gamme de composants qui permettent derrière de créer n'importe quel type de géométrie. Donc, c'est une méthode qui est incroyablement flexible pour du modulaire. C'est une méthode dont la caractéristique, et là c'est peut-être une différence avec nos confrères d'Agilcare, c'est que nous, notre idée, c'était d'arriver à faire du 100% hors site. Et ça, ce qui veut dire qu'en fait, on va composer un immeuble, un bâtiment, à partir d'éléments qui sont intégralement préfabriqués en atelier, même s'ils sont fabriqués exclusivement avec du bois et des matériaux biosourcés. Chaque élément, panneaux horizontaux, panneaux verticaux, poteaux, poutres, tous les éléments du système sont intégralement préfabriqués, finis, étanches, isolés en atelier. Et ils sont également prééquipés, c'est-à-dire qu'on intègre, les modules Corner préintègrent la totalité des fluides, que ce soit les chenaux d'évacuation d'eau pluviale, l'électricité, les gaines de VMC, etc., etc. Tout est préintégré directement dans les modules, ce qui fait que derrière, le chantier à proprement parler Corner n'est qu'un assemblage, un emboîtement d'éléments qui sont déjà traités comme des produits finis. Et c'est là où on se retrouve un peu à la croisée entre le monde de la construction bois et le monde du hardware, puisqu'en fait, on pense vraiment donc les bâtiments comme du gros hardware fait d'un ensemble de sous-systèmes autonomes. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne sur l'image de droite. Et donc, l'idée, c'est que tous ces modules préfabriqués sont réalisés à partir d'éléments de bois et de matériaux biosourcés. Je vais revenir dans quelques secondes dessus. Donc, l'idée, effectivement, c'est bien sûr de minimiser à double niveau l'empreinte carbone du bâtiment dans sa phase construction. D'une part, parce qu'effectivement, on est en préfabrication intégrale, donc on limite les allers-retours sur le chantier, la valse des camionnettes, qui est la partie la plus coûteuse en termes de consommation de carburant.
Et bien sûr, derrière, on travaille avec une mixité optimale de matériaux sourcés localement et aussi possible des puits à carbone comme le bois. Donc derrière, si on va, l'idée aussi, c'est que pour tenir cet objectif de bas carbone, il faut que ces bâtiments soient réalisables avec des matériaux disponibles localement. Et pour ça, plutôt que de proposer une seule variante de panneaux et de murs, par exemple en pur CLT ou en utilisant ce type de matériaux, on a pensé tout un ensemble, toute une gamme de variantes de parois murales et de planchers, avec des variantes de matériaux, par exemple de la paille, du béton de chanvre, certains avec du CLT, d'autres avec de l'ossature plus classique. Ce qui permet derrière, en fait, d'adapter. Vous concevez quelle que soit la conception architecturale, vous pouvez choisir derrière les complexes de murs qui sont adaptés à la fois à l'usage du bâtiment, à sa catégorie. Ce ne sera pas forcément les mêmes besoins pour de l'habitation en R0 ou R+1 que pour des ERP, par exemple, ou des bâtiments plus hauts. Donc, en fait, on a toujours des sandwichs qui font 40 cm, mais dont la composition va varier en fonction de l'usage, de la localisation géographique et des matériaux disponibles localement. Donc, et alors là, j'arrive sur ce qui est vraiment le cœur du réacteur de Corner. C'est que c'est une méthode fondamentalement agile. Et l'idée, c'est que plutôt que de travailler la construction, un des problèmes qu'on a analysé très tôt dans Corner, et un des principaux freins à l'innovation dans le bâtiment, c'est qu'on est toujours bloqué dans ce qu'on appelle des cycles de développement en cascade, avec des cycles très très longs et sans retour en arrière possible entre l'esquisse, les différentes phases d'avant-projet, le permis de construire, puis le DCE, etc. Et tout ça freine énormément la capacité d'innovation et la capacité derrière de maîtriser des solutions innovantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en même temps qu'on a développé le système constructif, et c'est là où on va comprendre l'intérêt de ce voxel, c'est qu'on a créé un outil, dont je vais vous faire une démonstration très rapide maintenant, qui permet de concevoir dans votre navigateur Internet, dans une petite application qui peut faire penser au logiciel Minecraft, pour ceux qui jouent avec ou qui ont des enfants qui jouent avec. Donc, vous allez concevoir votre bâtiment, vos modules dans notre application, et ça va générer automatiquement tous les fichiers de niveau d'exécution pour les entreprises de charpente locales qui vont le réaliser. Donc, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez tout mon écran, j'espère. Voilà, donc là, je suis dans mon application, donc qui est dans mon navigateur Internet. Et comme vous pouvez le voir, quand j'ouvre mon application, ça ressemble à un cahier à petits carreaux. Et chaque carreau correspond dans le monde physique à notre fameuse trappe de 40 cm. Donc, je vais dessiner très rapidement quelques morceaux de plancher. Voilà, j'ai dessiné, hop. Je fais un peu au hasard, voilà. Je vais derrière dessiner mes parois. Donc, je vais esquisser très vite. Et peut-être que ce que vous voyez en haut, c'est qu'au fur et à mesure que je dessine, on va mettre à la fois, il y a un tableau de bord qui va se réaliser en temps réel, puisqu'en fait, on a estimé très finement jusqu'à la vis près le coût de chaque sous-élément, de chaque module, que ce soit le coût des matériaux, ses coûts de préfabrication, ses coûts de pose. Et derrière, donc au fur et à mesure qu'on dessine, on va calculer à la fois, on va réaliser une métrologie très fine du projet, à la fois un budget prévisionnel qui est très détaillé, et également combien de camions sont nécessaires pour le transporter, combien de temps nécessaire pour le réaliser. Donc maintenant, je vais, hop, voilà, j'ai réalisé l'enveloppe primaire de mon bâtiment. Là, je suis en train de créer des ouvertures, donc là, je suis en train par exemple, de mettre des baies vitrées. Je vais remettre quelques fenêtres par ici. Et donc là, en temps réel, tous ces éléments-là se mettent à jour. Et nous sommes également en train maintenant de développer une brique qui permet également de calculer le bilan carbone, puisqu'on connaît à la fois la provenance des matériaux, leur masse, leurs propriétés derrière en termes d'isolation thermique, etc. Donc, on est en train aujourd'hui de faire évoluer le système pour intégrer en plus des paramètres qu'on estime déjà aujourd'hui, toute une nouvelle gamme, tout un nouveau panel d'éléments. Donc là, voilà, j'ai réalisé en quelques secondes, en quelques minutes, le niveau. Alors, je n'ai pas encore tout à fait un clos couvert. Je vais rapidement dessiner. Hop. Voilà, comme ceci. Toc.
Voilà. Et de la même manière, donc, outre l'enveloppe, outre la partie primaire du bâtiment, je peux également dedans dessiner évidemment les cloisons, les garde-corps, les escaliers, enfin toute l'architecture secondaire. Et à partir donc d'une bibliothèque de composants qu'on enrichit en permanence au gré des nouveaux projets et des nouvelles collaborations avec des architectes. Voilà, donc voilà, vous avez vu un peu rapide, j'ai fait ça très très vite. Voilà, ça donne une idée à peu près de ce que ça donne en quelques secondes. Et si je clique ici sur mon tableau de bord, vous voyez derrière que j'ai une distribution à la fois des coûts par type de composants, mais également par ventilation des coûts, par matériaux, préfabrication, pose, etc. Donc c'est un process qui est très très transparent et qui est très itératif, puisqu'en fait, puisque je maîtrise déjà en amont tous les coûts, toute l'économie du projet et à terme son écologie, je vais du coup pouvoir très facilement itérer sur ma première esquisse pour arriver à mes objectifs de coût, à mes objectifs programmatiques, etc. etc. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer, pour ne pas prendre plus de temps, je vais arrêter ici ma démonstration et revenir pour finir ma présentation sur ma dernière diapositive. Donc c'est une méthode, l'intérêt derrière, c'est qu'une fois que vous avez conçu vos bâtiments, le principe de Corner, c'est que c'est une approche distribuée de la construction modulaire. Autrement dit, nous, on développe un réseau d'entreprises de préfabrication, des charpentiers industriels, des entreprises de charpente de pose localement. Et donc, on développe tout un écosystème d'entreprises, certaines pour préfabriquer des éléments du système, d'autres pour faire la pose. Et donc, grâce à la plateforme, non seulement vous pouvez concevoir votre projet, mais derrière, vous allez être mis en relation directement avec les entreprises qui vont faire la préfabrication. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que dès la phase esquisse d'un projet, on est déjà dans des discussions qui sont de l'ordre presque de la discussion d'exécution avec les vraies entreprises qui vont préfabriquer avec vous votre bâtiment. Voilà, donc pour finir, c'est la dernière dimension de Corner, c'est d'être un système, une méthode constructive modulaire distribuée. Voilà, et donc c'est une méthode qui est déjà convoitée et adoptée. On est en train de fabriquer nos premiers modules. On va livrer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un premier projet pour un bailleur social à Bordeaux, le bailleur social Aquitanis. On a pas mal de projets pour des maîtresses d'ouvrage de toute taille, les plus grosses, je ne vais pas révéler de nom ici, mais donc ça va du bailleur social local jusqu'au mastodonte de la construction. Dans les typologies, nous, on se focalise principalement sur le bâtiment résidentiel de première et deuxième catégorie dans l'immédiat, mais on a déjà des projets beaucoup plus ambitieux, notamment en ERP. On a un projet de 5 étages qui est en phase permis de construire actuellement. Et on a pas mal donc de projets également. On vient de participer à un concours international en Suisse avec une agence d'architectes pour un lycée dans le canton de Vaud. Voilà, donc on est présent sur plusieurs verticales, même si notre priorité, c'est d'être avant tout un acteur de la transformation du secteur résidentiel en France. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Corner. Ah oui, non, pardon. Donc, pourquoi on est au Booster Biosourcé? C'est naturellement, donc nous, on a démarré le projet là où on était nous-mêmes les fondateurs, c'est-à-dire à Bordeaux. Notre entreprise, aujourd'hui, elle est distribuée entre la France, la Haute-Savoie, le Canada. Et on voulait s'implanter très fortement en région Île-de-France, non seulement pour avoir de la visibilité par rapport aux acheteurs publics, par rapport aux aménageurs, par rapport à tout l'écosystème constructif là-bas. Et surtout, on souhaite développer fortement notre présence industrielle sur place, en termes d'industriel du bois, mais également se rapprocher, c'est important pour nous, des filières béton de chanvre et paille. Nous, on croit beaucoup au mix bois-paille dans la construction, notamment dans la construction résidentielle. Et pour nous, ça faisait partie donc une de nos principales demandes, c'était du Booster Biosourcé, c'est d'aider à nous intégrer dans cet écosystème-là. Et voilà. Et donc là, cette fois, j'ai tout dit. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces précisions et pour les derniers éléments par rapport au booster et à cette logique de communauté et de mise en relation. Effectivement, tu peux peut-être enlever ton écran, enfin le partage d'écran, pour que je puisse donner la parole au dernier lauréat. Donc on voit effectivement l'importance de la mise en réseau, de la mise en partenariat. Et c'est le cœur également du projet de Damien Cuny qui va nous présenter Épiderme sur un autre typologie de projet lié au numérique notamment, mais pas que. À toi la parole.
Damien, il faut que tu actives ton micro. On ne t'entend pas. Vous m'entendez? Ok, super. Je disais, je voudrais commencer par féliciter Agilcare et Corner, parce qu'en fait, on s'était vu au tout début de l'annonce des lauréats du booster, et tout le monde a bien avancé, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour revenir sur Epiderm, donc Epiderm, effectivement, c'est un projet qui est 100% digital, qui se veut l'outil digital pour aider à la transition vers le bâtiment durable. En fait, on va partir d'un constat qui est simple et que tout le monde connaît ici, c'est que depuis l'après-guerre, en fait, il y a énormément d'efforts qui ont été portés sur la baisse des consommations d'énergie par rapport à la thermie du bâtiment. Aujourd'hui, on se rend compte que la majorité de l'impact carbone de la construction neuve vient plutôt de la partie matériaux. Ça commence à être réglementé, ça commencera à être réglementé cet été avec la RE 2020 qui fait couler beaucoup d'encre à présent. Et on part de loin, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un mètre carré construit, c'est un impact de 1,5 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Et on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, qui est un objectif européen. Donc, atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va réduire toutes les émissions, contraindre toutes les émissions qui sont liées aux matériaux à zéro, ce qui est à peu près impossible, mais plutôt qu'on va essayer de les réduire drastiquement et de compenser le résiduel par du CO2 qui sera séquestré dans les matériaux. Et c'est là qu'on va beaucoup parler justement de bois et des biosourcés. Quand on sait que 90% des émissions de la phase construction viennent des matériaux, on va comprendre qu'il y a 3 conséquences qui sont en train d'arriver sur le marché. La première, c'est qu'il y a une vague de nouveaux matériaux qui arrive. Donc, là, cette vague-là va venir de 2 endroits. Elle va venir des acteurs traditionnels qui poussent leur R&D pour s'adapter très vite à ces nouvelles réglementations. Là, on le voit bien dans les acteurs traditionnels, que ce soit le béton ou autre, qu'il y a vraiment une forte poussée pour décarboner la matière. De l'autre côté, on va avoir du coup tout un tas de nouveaux acteurs qui vont tendre à prendre de la place et des parts de marché, qui vont se placer surtout sur les biosourcés, les matériaux recyclés. On voit par exemple des isolants qui sont en coton recyclé, etc. Donc, on va avoir une industrie qui va devoir s'adapter et en fait apprendre à utiliser tous ces matériaux, puisque les techniques constructives qui sont en place depuis très longtemps vont bouger à un rythme en fait qui va être relativement soutenu. Au-delà de ça, cette vague de nouveaux matériaux dont je parlais en introduction va s'accompagner d'une vague de données. Donc, on va devoir appréhender de nouvelles données techniques, de nouvelles données économiques, des données environnementales. Et en fait, pour l'ensemble des matériaux de construction, on va devoir appréhender toutes ces nouvelles données carbone. Donc, on voit qui apparaissent tous les jours sur Ignies notamment, et qu'on va devoir prendre en compte pour calculer l'impact carbone du bâtiment dès cet été. Au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, mais je pense que tout le monde le comprend très bien dans l'auditoire, c'est qu'un matériau ne se met jamais en œuvre seul. Il se met toujours en œuvre au travers d'un système. Donc là, sur la partie gauche, vous voyez un système de façade extérieure qui peut compter jusqu'à une douzaine de procédés mis les uns sur les autres, qui ont chacun en fait un rôle. Donc il va y avoir une couche qui va avoir un rôle structurel, une seconde couche qui va avoir un rôle thermique. On peut avoir des rôles hygrométriques, de protection par rapport à la pluie, de protection par rapport à l'incendie, etc. Et en fait, la solution carbone, si par exemple on se rend compte qu'on a un système qui dépasse les limites qui vont être autorisées et qui vont être ramenées de plus en plus à la baisse, ça ne se résume pas à remplacer une couche par une autre. On ne peut pas aussi facilement que ça remplacer un polystyrène par de la paille. Il va y avoir des impacts dans tout le système. Et donc, pour être pertinent en termes d'ingénierie et en termes de carbone, il va falloir envisager ça à l'échelle d'un système de matériaux et pas d'un matériau unique. Donc, Epiderm, c'est une solution digitale qui va générer automatiquement les meilleures solutions techniques pour chaque typologie de bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On crée en premier lieu une base de données qui est unique à ce jour, qui répertorie et qui tient à jour 50 000 procédés de construction. Donc là, on parle vraiment du produit de la construction et qui va lier sa donnée technique à sa donnée environnementale et qui va normaliser toutes ces données, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des données pour tous les produits et on va les amener à la même unité pour pouvoir justement les additionner ou les comparer entre eux. Au-delà de ça, on va exploiter la base de données par nos propres algorithmes, c'est-à-dire qu'on va prendre de la donnée, typiquement sur la structure bois, on va traduire le DTU 31.2
avec des algorithmes et la solution va comprendre quelles sont les matières qu'on doit assembler pour créer une ossature bois. Et par rapport à la typologie du bâtiment, il va comprendre jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on peut utiliser quelle typologie de bardage. Si on doit rajouter de la paille, effectivement, quelle couche il faut rajouter en plus dans la façade pour pouvoir être conforme aux règles professionnelles, etc. Ce que je vous propose, alors je suis un petit peu décomplexé parce que mon collègue de Corner a fait la même chose, c'est de vous montrer tout simplement la plateforme telle qu'elle est développée aujourd'hui. Donc, quand on est rentré au booster, on avait une maquette. Aujourd'hui, on a déjà une bêta qui tourne et qui est déjà utilisée par certains d'entre vous. Donc là, typiquement, je vous propose de vous montrer deux petits cas d'usage qu'on avait eus qui portent sur les bardages rapportés. Donc, vous voyez qu'ici, on a à peu près 1000 procédés en base et où on va pouvoir renseigner sur une façade le fait qu'on est en ossature bois avec une hauteur de 18 mètres. Donc ça, c'est un cas d'usage réel qui nous avait été demandé, avec un aspect brique, parce qu'on voulait mettre de la brique, et un isolant biosourcé, ce qui imposait en fait d'avoir une façade ventilée, et une classe feu pour le coup qui était A2 S3 D0. Et quand on va lancer la recherche, on va se rendre compte qu'il y a un seul produit qui correspond en fait à cette demande, qui est un Stovantec, qui sont des plaquettes en fait sur plaques installées sur ossature bois. Donc ici, on voit déjà qu'on a un premier outil de prescription qui est très puissant, puisque en fait, avec quelques petites données d'entrée, comme je vous ai montré là, on va pouvoir aller très vite sur ici le produit qui fonctionne et qui est sous avis technique en France. Si on repart à l'inverse, qu'on décide par exemple de travailler en fibre ciment, donc toujours sur une ossature bois à hauteur de 18 mètres. Donc ici, on va avoir l'ensemble des produits du marché français qui vont correspondre à cette demande-là, qu'on va pouvoir trier notamment par impact carbone, donc pour avoir le carbone le plus faible en tête. Donc a priori ici, ce sera le Copanel, donc, qui est fourni en 3 épaisseurs en France, donc 8, 10, 12 mm, qui sont tous les 3 sous FDES individuels, donc qui ont fait leur déclaration carbone. Et en fait, quand je vous parlais d'agrégation de données, ici, je vais vous le montrer. Donc, on a déjà un impact carbone qui est affiché en tête, un petit peu de la même façon qu'on afficherait sur une marketplace le prix d'un équipement. Ici, on va afficher son poids carbone. Vous allez avoir le lien directement vers son avis technique, la FDES, le catalogue, le site. Vous allez avoir en interne une place pour pouvoir indiquer une référence de prix que vous auriez reçue, par exemple, sur un chantier, et que ça vous permettra d'y revenir plus tard si vous envisagez ce matériau pour un autre projet. Les commentaires de l'équipe, donc typiquement, c'est une place pour un retour d'expérience technique. Et nous, en fait, on va agréger, on va vous amener toute la donnée technique du matériau à un endroit unique pour pouvoir faire toutes vos vérifications, notamment d'ingénierie. Donc ici, vous avez la marque du produit, le référentiel sur lequel il est valide sur le marché français avec sa date d'expiration, où est-ce qu'il est produit, quel est le contact pour contacter justement le distributeur en France, un petit descriptif, sa réaction en zone sismique, des détails de fixation sur le gros œuvre, des cas de mise en œuvre particuliers qui seront par exemple une paroi inclinée ou une pose en sous-face, la série des coloris éligibles, les dimensions de fabrication, quelques données par rapport au poids, à son épaisseur, à sa réaction feu ou même la résistance au choc. Donc ici, Q4. Donc là, je vous ai montré vraiment la partie moteur de recherche. Au-delà de ça, on va développer et on développe, c'est déjà fonctionnel sur toute la partie ITE, ce que je vous disais tout à l'heure, donc toute la partie algorithmique qui, en fonction d'un champ de contraintes, c'est-à-dire qu'on va détecter qu'on a un bâtiment de 4e habitation en zone sismique, la zone de vent, etc., va pouvoir éliminer automatiquement des matériaux qui sont de toute façon pas éligibles sur ce bâtiment et qui va pouvoir pousser des sets de solutions qui fonctionnent. Donc sur la partie ITE, là, on va pousser soit des vêtures, vêtages ou bardages enduits, plus une isolation extérieure. Et on va pouvoir calculer très vite en fait des ratios, que ce soit des ratios d'isolation, que ce soit des ratios d'épaisseur, des ratios carbone, pour pouvoir, en fonction de ce qui est recherché par l'utilisateur, pouvoir jouer avec des jeux de solutions qui, dans tous les cas, sont valides au niveau ingénierie. Donc, par rapport au booster, nous, en fait, le booster a été le premier concours à nous faire confiance. Depuis, on est accompagné par le CSTB et on
on a été labellisé par le ministère de l'Environnement. Pour nous, le booster, donc ça a été une vraie accélération dans le sens où on a eu beaucoup de mises en relation, notamment avec des bêta-testeurs. On a pu recruter 50 personnes pour bêta-tester notre solution, ce qui nous a mis en position aujourd'hui de lever des fonds. On a bien vu l'intérêt, on a aussi bien vu tous les points qu'on devait corriger et on a réussi à convaincre des investisseurs privés grâce à ça. Et le booster nous permet aussi de compléter avec notamment un amendement de la région Île-de-France sur lequel on est en discussion aujourd'hui. Le booster, pour nous aussi, ça a été donc une mise en visibilité. Donc, j'en profite aujourd'hui justement pour vous inviter à rejoindre Epiderm, notamment sur LinkedIn, où on poste toutes nos actualités. À vous inscrire, pourquoi pas, à la newsletter sur epiderm.fr, puisqu'on fait une newsletter où toutes les 2 semaines à peu près, on va vous tenir informé de toutes les évolutions en termes de prescription, c'est-à-dire s'il y a des nouveaux avis techniques qui sont sortis, qui sont intéressants à prendre en compte, ou au contraire, voilà, le béton de chanvre qui passait son essai le pire, etc., a fait l'objet d'un petit article dans notre newsletter. Et je vous fais signe aussi, vous avez mon adresse email ici. On est en train de développer en fait un petit outil qui repose déjà sur notre base de données, qui est une calculette carbone qu'on va rendre disponible gratuitement sur Internet d'ici un mois ou 2. Et on travaille aujourd'hui en fait avec une agence de design pour préparer justement les différentes interactions sur cette calculette carbone. Et on cherche les premiers bêta-testeurs là-dessus. Donc, ils vont tester cet outil gratuit. A priori, on va chercher des architectes ou des personnes de bureau d'études, 5 à peu près. Ça devrait vraiment pas prendre longtemps. Et le but, c'est de pouvoir discuter avec cette fameuse agence de design pour leur dire, voilà, dans vos yeux de professionnels, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, notamment en termes de navigation. Voilà, j'ai fini. Merci à tous. Merci beaucoup, Damien. Effectivement, tu as utilisé le booster pour ce qu'il est, c'est-à-dire aussi des appels à manifestation pour chercher des bêta-testeurs ou faire avancer les projets. Je suis assez impressionnée effectivement de l'évolution des 3 projets depuis 1 an, en fait, que vous avez à peu près 1 an, que vous avez postulé les uns les autres. Je voulais revenir très rapidement pour vous dire qu'il y a 3 autres projets qui ont été lauréats l'année dernière du booster bois biosourcé et pour une question de temps, nous n'avons pas pu tous les faire pitcher aujourd'hui. Des projets un peu différents, donc il y a le collectif Paille avec Apishbat qui a aussi été lauréat dans le cadre d'un processus innovant d'isolation thermique par l'extérieur pour Paris Habitat notamment, qui a été testé pour Paris Habitat dans le 15e arrondissement avec de la paille dans le cadre d'un procédé un peu différent de l'ossature bois classique. Donc, c'est des éléments que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet. On a eu un autre projet qui s'appelle Métabolisme rural par Sonia Cortés, une architecte autour d'habitat participatif et de réhabilitation bois et biosourcé. Et enfin, un dernier projet qui s'appelle le Living Lab qui a été porté par EPAMARN et le FCBA avec un financement en région d'ailleurs à la clé, avec des réflexions sur on va dire le monitoring pour objectiver les effets du bois et des autres matériaux biosourcés sur les questions de santé dont on a parlé aussi au début. Donc vous voyez, ça montre un peu la diversité des approches et des innovations autour des matériaux bois et biosourcés qu'on peut y trouver. Je précise également, parce qu'il y avait pas mal de questions là-dessus, qu'on vous renverra l'ensemble des présentations d'aujourd'hui à toutes les personnes inscrites au webinaire. Comme ça, vous aurez aussi les adresses mail des porteurs de projets si vous voulez les contacter. C'est aussi fait pour ça et on indiquera un certain nombre de choses sur notre site internet, notamment le replay d'aujourd'hui. Donc voilà, donc vous pouvez aussi le diffuser postérieurement à ce jour. En attendant, je crois qu'il y a quelques questions. Je vais laisser Catherine Desportes pour les porteurs de projets. Oui, merci Céline. Vous m'entendez ? Ok. Donc, je crois qu'il y a la présentation donc, de Corner par Guillaume lorsqu'il a modélisé son bâtiment. Il y a une question sur la possibilité, est-ce que Corner est un système qui est adapté aux maisons de plus petite taille, aux maisons individuelles? Donc, Guillaume. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui.
Ah, c'est bon, excusez-moi, j'ai perdu le contrôle sur mon Zoom. Pardon. Oui, c'est tout à fait adapté. D'ailleurs, c'était pas notre cœur de cible initialement, mais on a de la demande et on va faire quelques maisons individuelles là dans les prochains mois. Donc oui, c'est adapté à la maison individuelle, oui. Très bien. Il y avait une autre question, Guillaume, pour toi. C'est est-ce que ton module de 40 cm, il est réutilisable dans une économie circulaire? Voilà, si jamais on veut changer la forme de son bâtiment ou changer la forme de sa maison, réutiliser des composants qui ont déjà été posés. Ah ben, les éléments sont standardisés, plus leur coefficient de réutilisabilité est important. Plus vous faites un élément, si vous coupez un bout de bois à façon à une dimension quelconque, il faudra sans doute que vous pourrez éventuellement le recouper, vous ne pourrez jamais le rallonger, alors qu'en fait, c'est l'intérêt d'avoir des systèmes qui sont tramés derrière, c'est que c'est vraiment comme du Lego derrière, c'est que chaque élément derrière est potentiellement réutilisable dans un autre projet construit avec le même système. Alors c'est sûr, si vous voulez mettre du Lego sur du Duplo, ça ne marchera pas. Mais effectivement, le fait de tramer de se fixer une trame magnétique pour tous les éléments est plutôt un vecteur je dirais, d'amélioration de la réutilisabilité des sous-éléments. À titre d'exemple, si vous prenez une menuiserie qui a été conçue à l'intérieur d'un châssis qui est sur une trame de 40, donc par exemple 2,40 m de haut sur 3,20 m, vous pourrez d'autant plus facilement la réutiliser que derrière sur d'autres bâtiments, la démonter, la réutiliser sur d'autres bâtiments conçus sur la même côte. Et donc je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais on a conçu toutes les jonctions entre les parois pour faciliter la démontabilité des éléments, d'ailleurs. Ce qui ne facilite pas les problèmes d'étanchéité à l'eau, à l'air, etc. Et donc, à chaque fois, il faut qu'on pense à des solutions idoines, ad hoc. Mais nous, l'une des raisons pour lesquelles on est allé vers cette trame dimensionnelle, cette trame pixelisée, voxelisée dans notre jargon, c'est précisément pour s'assurer la réutilisabilité, aussi bien d'ailleurs en phase construction que même en phase conception. Un des intérêts de la trame de 40, c'est qu'effectivement, quand on conçoit par exemple un élément un peu sur mesure, comme un escalier, comme une fenêtre en saillie, par exemple, des choses qui sont très, très particulières, on sait que derrière, on pourra les réutiliser dans des projets futurs, puisque à chaque fois qu'on crée un nouvel élément, potentiellement, il est réutilisable dans d'autres projets, ne serait-ce que virtuellement, et ensuite physiquement, lorsqu'on démonte un bâtiment. J'espère que ma réponse était claire. Oui, oui. Merci, Guillaume. Je pense qu'il y a une question, Céline. Oui, il y a une question. Christine Lecomte, Christine, tu es toujours là, sur le comité de liaison biosourcée, pour savoir, vu que tu en as parlé en introduction, certains se posent la question de ce que c'est, qui le regroupe et à quoi il sert. C'est très simple, en fait, c'est un comité qui a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes, de la Chambre d'agriculture et des filières bois-paille-chanvre, et qui en fait essaye de valoriser, de promouvoir auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des architectes, auprès des donneurs d'ordre ces matériaux de construction et les filières dans un système de filières tracées, c'est-à-dire que quand les agriculteurs ont de la matière, eh bien les architectes peuvent le prescrire et en fait on a derrière des maîtres d'ouvrage qui sont en conscience. Et donc l'idée, voilà, c'est d'un peu de booster les filières et de booster aussi un autre engrenage des acteurs. Et on a fait plein de trucs depuis, on a fait des propositions pour le plan de relance avec un manifeste, on est sur l'idée d'une cartographie des matériaux de proximité. On a aussi organisé des matinales de sensibilisation. On se regroupe, hein, là on est partenaire de FIBOIS, mais c'est aussi par là qu'on s'est retrouvés en activant les réseaux du comité de liaison. Donc voilà, c'est une initiative qui favorise le rapprochement des acteurs, qu'on ne voit pas forcément ailleurs, qui nous permet aussi de nous parler entre nous, notamment pendant les temps de la réglementation environnementale 2020, sur les Jeux Olympiques, voilà, sur les projets qui sont aussi notre territoire. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un comité de liaison territorialisé. Merci Christine, je crois que c'est plus clair pour tout le monde. Patrick Molinier du FCBA, est-ce qu'il y a quelques questions plus globales sur l'accompagnement technique? Est-ce que tu pourrais peut-être revenir là-dessus, sur l'accompagnement technique que peut apporter le FCBA ou peut-être d'autres acteurs, d'ailleurs membres du booster, sur les projets?
Oui, je crois qu'au-delà de l'accompagnement, c'est la dynamique assez originale de ce booster qui est, moi je la traduis souvent sur l'entreprise générale de l'innovation. Vous l'avez vu avec les partenaires, on va de la recherche, du centre transfert, de la connexion avec les entreprises jusqu'à l'atterrissage. C'est assez original, donc c'est pas facile à comprendre en premier temps. Et c'est vrai qu'à chaque étape, on l'a vu avec tous les lauréats, il y a possibilité de les accompagner en fonction de leur maturité de projet. On voit bien que pour Agilkia, il y a un besoin de rencontrer la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est fait notamment grâce à Fibois dans le cadre du pacte. Avec Corner, il y avait aussi des besoins de financement. Donc c'est une direction vers des appels à projets ou des acteurs cibles. Et puis, ils ne sont pas là, mais c'est vrai, le collectif Paille, qui développe par exemple un nouveau système constructif, a besoin de structurer sa démarche d'innovation. Et c'est vrai que là, FCBA intervient notamment pour les aider à proposer et à faciliter la mise sur le marché de ce produit. Voilà, donc à chaque fois, c'est des accompagnements qui sont individualisés, qui répondent à la demande du porteur, et on essaie de les faire accélérer, c'est surtout ça. On a vu qu'en un an, il y avait 6 lauréats, on a eu 3 belles présentations, il en manque 3, mais il y a 3 autres beaux projets, et on espère que cette année, il y en aura encore d'autres. Merci Patrick, c'était important, je pense, de repréciser effectivement le point de vue un peu original de ce dispositif. Je crois qu'on va s'arrêter là. On n'a pas d'autres questions qui sont arrivées. Il y en aura peut-être d'autres qui vont mûrir. Si certains veulent nous poser des questions, il est toujours possible de contacter les animateurs via le site internet. C'est bien indiqué sur le site internet de Fibois Île-de-France. Vous pouvez contacter soit Catherine Desportes, soit Patrick Molinier, qui vous répondront si vous avez des idées de projet, si vous hésitez, si vous voulez les rencontrer avant de poser, de candidater. C'est tout à fait possible. Le webinaire est disponible donc en replay et il sera diffusé sur les réseaux sociaux également. Donc voilà, n'hésitez pas à le transmettre autour de vous pour qu'on ait les plus beaux projets, les plus innovants dans cette nouvelle édition. Et nous, on les analysera avec grand plaisir et on se retrouve du coup dans le cadre notamment au mois de juin pour vous annoncer les lauréats et peut-être d'ici là dans d'autres événements, soit de Fibois Île-de-France, soit des autres membres de la région, du FCBA, de EPA-Marne et des autres membres du booster. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.